Des intervalles de VO2 max 5 fois par semaine, est-ce que c'est productif à l'entraînement, notamment en préparation physique pour le ski? C'est la question à laquelle je vais répondre aujourd'hui. Pensée du jour numéro 501. Merci de me retrouver ici pour cette vidéo. Donc, j'ai une question qu'on m'a posée il y a un petit moment. Je vais te la lire et ensuite je vais répondre du mieux que je peux. Si toi aussi tu as des questions, laisse-moi un commentaire sous ces vidéos. Je fais de mon mieux pour y répondre. Malheureusement, avec le volume de questions que je reçois, je ne peux pas répondre à toutes les questions, mais je m'efforce de répondre aux meilleures questions et aux questions les plus pertinentes, ou alors en tout cas à celles où je pense que je peux apporter quelque chose de constructif. Donc voilà pour la question. Question de Elliot, si je ne me trompe pas. Salut Sean, merci pour ton travail et ton podcast. Je fais du ski à haut niveau et j'ai reçu un nouveau programme. Notre préparateur a une vision un peu spéciale de la prépa physique. Il est souvent inspiré entre guillemets par l'ère soviétique et allemande ou Allemagne de l'Est. Je parlerai de ces deux aires dans quelques instants, dans le sens où il y a des séances lourdes tous les jours et 5 séances d'intervalle par semaine. Tout ça mixé dans des journées de 7 séances, force, cardio, core, etc. au total. Pour moi, 5 séances d'intervalle par semaine ne me semblent pas constructifs, donc j'en échange avec de la zone 2-3 durant la semaine pour faire une grosse séance d'intervalle par semaine, sachant qu'on a également des WOD presque quotidiennement. Qu'est-ce que tu en dis sur le long terme? Ça ne me semble pas tenable ni constructif de faire autant d'efforts max. Merci, keep up the great work. Euh, d'accord, donc avant même de répondre à tes questions, parlons un petit peu de l'ère soviétique et de l'Allemagne de l'Est. Une des choses qu'on sait de ces aires-là, c'est que ces gens-là ne tournaient pas à l'eau fraîche. Et il y avait une véritable guerre au niveau pharmacologique, dans le sens où c'était pas régulé, ou si c'était régulé, c'était très très mal régulé, et les gens se chargeaient, pardonne mon français, comme des poneys. Donc tous les athlètes de l'ère soviétique et de l'Allemagne de l'Est étaient chargés comme des poneys. Et ce qui fait que les volumes d'entraînement et le type d'entraînement qu'ils pouvaient tolérer à ces moments-là n'a rien à voir avec ce qu'une personne, même athlète de haut niveau aujourd'hui, qui n'est pas assistée par un, comment dire ça, déjà par une équipe de médecins avec des compétences dans le domaine des PEDs, des substances d'aide à la performance. Euh, du dopage, pour parler très, 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 très franchement. Donc, c'est pas quelque chose qu'on peut répliquer et c'est pas quelque chose qu'on devrait essayer de comparer à ce qu'on fait aujourd'hui. En tout cas, pas en tout cas, comme je te l'ai dit, dans des cercles où te perds peut-être à un haut niveau, c'est peut-être ton boulot quotidien, mais si tu n'es pas dopé et que tu n'as pas d'assistance à ce niveau-là, parce que le dopage, on le pointe souvent du doigt, mais il faut savoir que ça fait partie intégrante de la majorité des sports de haut niveau, qu'on le veuille ou non. Je ne dis pas que c'est juste, je dis pas que c'est juste, mais c'est la vérité. Et à très haut niveau, c'est une vérité avec laquelle on doit être. Si on ne doit pas être d'accord, c'est qu'on doit simplement déjà en prendre conscience. Ça, c'est très, très important. Et on ne peut pas s'attendre à avoir la même capacité de travail et surtout la même capacité de récupération que des gens qui étaient très, très clairement dopés et dopés même à l'extrême, on va dire, dans ces aires-là où c'était, encore une fois, très, très peu régulé. Et donc, je pense que c'est une erreur déjà de ton préparateur physique, malheureusement. J'ai rien contre lui, hein, je ne sais pas qui c'est, mais je pense que c'est un problème quand on commence à comparer des méthodes et des approches à l'entraînement qui étaient mises en place dans des aires qui étaient caractérisées par leur niveau de dopage et qu'on essaye de les appliquer aujourd'hui dans un contexte qui n'est pas du tout le même. Ça, je pense que c'est un gros, gros problème. Et oui, comme tu l'as dit, à mon avis, c'est pas tenable dans le temps. Après, ça va dépendre de chacun. C'est-à-dire qu'il y a des athlètes qui vont peut-être beaucoup mieux tolérer ce volume d'entraînement et ces intensités, et d'autres beaucoup moins. Que souvent, malheureusement, dans les organisations sportives qui opèrent sur ce genre de modèle, on va dire, eh ben, tu vas avoir ceux qui craquent et tu vas avoir ceux qui passent. Et ceux qui passent, c'est ceux qui étaient faits pour tolérer ce genre de volume. Et ensuite, tu peux dire, bah regardez, on a produit des champions, ça a très très bien fonctionné, donc notre méthode est juste. Oui, mais combien de personnes t'as cassé derrière? Parce qu'ils n'étaient pas faits pour encaisser ce genre de volume, qu'ils n'avaient pas la capacité de récup, qu'ils n'avaient pas le soutien pharmacologique pour le faire, ou encore une fois simplement la capacité ou le profil pour le tolérer. Donc à mon avis, il faut faire très très attention avec ces choses-là. Le dopage, entre autres, ça te permet de faire beaucoup plus.
et de récupérer beaucoup plus rapidement. Euh, et donc, bien entendu, quand tu récupères beaucoup plus rapidement, tu peux faire beaucoup plus dur, beaucoup plus souvent. Et le problème avec ça, c'est que quand tu n'as pas quand t'as pas ces moyens de soutien, ça va être très compliqué de récupérer, ou en tout cas, dans la durée, ça va être, comme tu l'as dit, quasiment intenable et surtout pas constructif. Donc déjà, je te dirais, fais un suivi de tes performances de manière longitudinale, regarde comment tes performances évoluent au cours du temps. Si tu ne vois pas d'évolution des performances ou si tu vois même un décrément de performance, malgré la charge astronomique de travail que vous effectuez, c'est clairement quelque chose qui ne va pas. Et à ce moment-là, c'est un argument que tu devrais mettre en avant avec ton préparateur et dire, écoute, si je ne progresse pas avec ce volume-là, ben peut-être qu'il faut que j'en fasse un petit peu moins. Parce que humainement, faire plus que ça, faire plus que de 5 séances de haute intensité, d'intervalle par semaine, plus des WOD, plus de la force, plus du corps, plus à un moment donné, tu peux plus, quoi. À un moment donné, il faut se calmer. Il faut se calmer, il faut revenir aux bases. Et souvent, pour des gens qui en font trop, la meilleure solution, c'est de couper ton volume en deux. Et sur quelques semaines, tu vas récupérer, ton nerveux va revenir parce que si tu fais ce volume d'intensité-là et que tu ne le tolères pas à l'heure actuelle, ton nerveux, il est dans les chaussettes, hein. Donc, tu as l'impression d'être à 100% sur tes séances, mais tu es peut-être à 70, 70% parce que ton nerveux, il n'est pas là. Ton nerveux, il dit, OK, tu veux me pousser jusqu'à la limite de l'explosion tous les jours, ben, regarde ce qu'on va faire. On va baisser le curseur et au lieu de te laisser atteindre les 100% de temps en temps, si tu essayes de le toucher tous les jours, moi, je vais te baisser le curseur maximal pour que tu ne puisses plus toucher que 70-70% si tu essaies de faire ça quotidiennement pour la survie de l'organisme. Donc, à mon avis, ouais, il faut faire moins. Il faut faire clairement moins, surtout si tu sens que tu ne progresses plus. Après, encore une fois, si pour une période, c'est une période de surcharge, c'est pas tout le temps comme ça, que c'est fait avec un but très très précis, c'est autre chose. C'est autre chose. Et là, ça peut devenir une autre discussion complètement. Mais si c'est comme ça tout le temps, 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 que tu n'as jamais de semaine de décharge, que tu n'as jamais de variation d'intensité, de volume, etc., à mon avis, ça, c'est un gros, gros problème. C'est un gros, gros problème. Et encore une fois, on ne devrait pas prendre inspiration d'air de la préparation physique où les soutiens pharmacologiques prenaient une place centrale dans la capacité de récupération des athlètes. Euh, pour revenir là-dessus, parce que peut-être que pour certains, c'est complètement aberrant ce que je dis et c'est complètement insensé, va regarder le documentaire qui s'appelle Icarus sur Netflix, va lire le livre qui s'appelle Speed Trap de Charlie Francis. Je sais qu'il y en a d'autres. C'est pas de la littérature où je me suis plongé longuement. Il y a de très bonnes vidéos aujourd'hui sur YouTube que tu peux retrouver également qui parlent même des passeports biométriques qui existent aujourd'hui. Est-ce que c'est biométrique ou est-ce que c'est... si j'ai fait une erreur, corrige-moi dans les commentaires. Les passeports sportifs que tu vois en cyclisme, par exemple, et qui disent que grâce à ces passeports-là, en mesurant tant de fois par année, eh ben, on peut garantir qu'il n'y a pas de dopage, etc. Euh, à ma connaissance, il y a des moyens assez simples de contourner ces méthodes de contrôle. Par exemple, dans le cyclisme, tu dois donner une fenêtre d'une heure chaque jour où tu pourrais être contrôlé par une entité tierce. Il s'avère que, par exemple, en microdosant les PO à la bonne heure et assez loin de cette heure de contrôle, tu peux passer complètement sous le radar. Et tant que tu gères bien tes paramètres sanguins et que tu travailles avec des docteurs qui savent ce qu'ils font et qui connaissent les limites basses et les limites supérieures pour les différents paramètres qui sont mesurés et quantifiés, tu peux absolument t'en sortir. Ce que je te dis là, ce n'est pas une incitation ou un encouragement au dopage, bien entendu, absolument pas, mais il ne faut pas non plus se voiler les yeux. Il faut être conscient de la réalité des choses et donc va chercher les informations si ça t'intéresse. De ce que je comprends, mon pote Vincent est assez bien calé sur le sujet. Vincent, si tu regardes cette vidéo, fais-moi un petit signe dans les commentaires comme tu le fais d'habitude et je t'en remercie et je te remercie toi qui me regarde, qui n'est pas Vincent, mais qui me remercie, mais qui me regarde. Je t'encourage, je te remercie d'avance de me laisser un petit commentaire parce que ça aide beaucoup la chaîne. Et si tu veux soutenir mon contenu, c'est une bonne manière de le faire. Et Vincent, si tu regardes cette vidéo et que déjà, si j'ai dit des conneries, Vincent, tu me corriges comme d'habitude. Et si tu as des choses à rajouter sur le sujet du dopage, je crois qu'on en avait parlé en off une fois, mais peut-être que ça peut être un sujet intéressant à développer en podcast parce que de ce que je comprends, tu comprends assez bien ce monde-là.
Et en tout cas, tu as fait tes devoirs en ce qui concerne le dopage et la performance sportive à haut niveau. Donc voilà, malheureusement, Elliot, je n'ai pas de meilleur conseil à te donner que de te dire oui, il faut que tu fasses beaucoup moins potentiellement, en tout cas pour certaines périodes. Et il faut que tu essaies de faire comprendre à ton prépa que vous n'êtes pas en Allemagne de l'Est, ni en URSS, et qu'on ne peut pas comparer ce que faisaient ces gens-là à ce moment-là. Et que, encore une fois, si tes performances augmentent, c'est une chose et c'est bien. Mais si tes performances plateau ou qu'elles descendent même, c'est un signe qu'il faut couper, il faut faire beaucoup moins, il faut faire plus intelligemment. Et j'espère que je t'aurai aidé avec cette réponse. Voilà, merci d'avoir regardé cette pensée du jour. N'oublie pas de me laisser un petit like et un petit commentaire sous la vidéo, comme je te l'ai dit avant, de partager cette vidéo avec les gens autour de toi si tu la trouves intéressante, si tu la trouves pertinente. Merci comme d'habitude pour ton soutien. On se retrouve bientôt pour la nouvelle vidéo, la nouvelle pensée du jour. Ciao.